Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur ce nouveau webinaire sur le sujet de mesurer son impact, donc l'indicateur pour séduire les financeurs. Donc on va vous laisser arriver tranquillement, et on va dire peut-être à midi 2, on va vraiment démarrer sur la partie présentation. Et en attendant, je vais vous présenter nos trois intervenantes que je suis trop contente d'accueillir. Donc du coup, nous avons Axel qui est DAF chez Bloomer, Claire, du coup, qui est responsable partenaire financier chez Carbo, et enfin Magali, du coup, qui est chef de projet Impact Score. Du coup, donc c'est le mouvement Impact France. Donc, concernant du coup ce webinaire, pour la partie questions, etc., nous y répondrons à la toute fin. Donc, n'hésitez pas durant toute la partie présentation à les poser. Comme ça, ensuite, on pourra les sélectionner et y répondre en live, du coup, avec Axel, Magali et Claire. Et idem, la présentation vous sera envoyée aussi, ainsi que du coup le replay. Hop. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer du coup sur la partie du coup présentation. Donc, enchantée, moi c'est Mathilde et je travaille chez Carbo donc en tant que marketing manager. Donc, qu'est-ce que c'est Carbo? Donc, c'est la solution web de référence en France pour mesurer, réduire et valoriser l'impact carbone de son entreprise, donc à travers notamment le bilan carbone et l'ACV carbone. Donc, nous, notre mission, ça va être d'accélérer la prise de conscience écologique pour réduire dès maintenant notre empreinte carbone. Donc, en quelques chiffres clés, grâce à nos solutions, on a évité plus d'1 million de tonnes de CO2 équivalent. On a accompagné plus de 1000 entreprises et grâce à nos contenus, donc que ce soit les contenus qu'on a sur notre blog ou les différents événements qu'on a fait, on a sensibilisé plus de 1,2 million de personnes. Et je vais laisser du coup Axel présenter Bloomer. Donc, bonjour à tous. Alors, Bloomer, pour nous présenter rapidement, on est le partenaire des entrepreneurs à impact. On est une agence de financement qui accompagne sur plusieurs volets, donc tout ce qui est lié au financement non dilutif, donc tout ce qui va toucher à la recherche de financement bancaire et subventions. Et également, on accompagne sur donc la direction financière externalisée et également sur tout ce qui est fiscalité de l'innovation. Depuis notre création, du coup, en 2020, on a accompagné plus de 130 entreprises, ce qui nous a permis de, du coup, rediriger plus de 100 millions d'euros vers le secteur de l'impact. Et tous nos clients, du coup, sont des startups à impact, puisque c'est les clients que nous accompagnons. Voilà, maintenant, je vais donner la main à Magali pour présenter le mouvement Impact France. Merci Axel. Du coup, sur Impact France, effectivement, il y en a qui connaissent peut-être déjà. On est une organisation patronale. On porte la voix des dirigeants et des dirigeantes français qui souhaitent avoir un impact social, environnemental ou sociétal au sens large. Donc, on rassemble vraiment des patrons, des nouveaux patrons qui veulent voir l'économie française évoluer en faveur de l'intérêt général. Bloomer et Carbo sont notamment adhérents d'Impact France, donc on se connaît assez bien. Et donc, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que l'engagement des entreprises devienne un facteur de compétitivité, d'attractivité. Aujourd'hui, on porte la voix d'environ 30 000 entreprises en France sur tous ces sujets-là. Et donc, on est sollicité par le gouvernement, par l'Assemblée pour faire des propositions de loi et faire évoluer le contexte réglementaire des entreprises. Et notre mission, donc au-delà de cet aspect de plaidoyer, on a une mission de fédérer l'écosystème de l'impact et puis d'aider les acteurs économiques dans leur ensemble à progresser sur tous ces sujets-là. Et donc, dans ce cadre-là, on coporte un outil qui s'appelle l'Impact Score et dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui, qui permet à n'importe quelle structure de savoir où elle en est sur ses engagements sociaux, environnementaux. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 13 000 entreprises qui se sont prêtées à l'exercice. C'est un outil qui est complètement gratuit, je précise. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir voir un petit peu comment il est utilisé par les financeurs pour accorder des prêts, des subventions, etc. Voilà de mon côté.
Merci beaucoup Magali. Et du coup, très rapidement, sur la partie sommaire, donc on va vous faire une mise en contexte. On va parler du coup de l'importance de la mesure d'impact dans la recherche de financement, qui sera présentée par Bloomer, le bilan carbone comme porte d'entrée du coup avec Claire, et enfin l'impact score qu'a présenté très très rapidement Magali, donc on pourra le voir plus en détail. Donc pour la petite mise en contexte et pour vous préciser du coup pourquoi on se réunit aujourd'hui. Donc les financeurs, aujourd'hui, qu'ils soient publics, privés, bancaires, ils intègrent désormais la performance extra-financière au même titre que la performance économique. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et mesurer son impact, du coup, c'est répondre à une exigence et offrir un levier stratégique pour grandir. Donc, dans un contexte aujourd'hui de transition écologique et de transparence accrue qu'on demande aux entreprises, les critères ESG deviennent incontournables, donc que ce soit dans les appels d'offres, les différentes levées de fonds, et les banques aussi vont conditionner certains prêts à des engagements mesurables. Et enfin, les fonds d'investissement privilégient aussi des structures avec une stratégie d'impact claire, chiffrée. Et je vais laisser la main du coup à Axel sur la partie importance de mesure d'impact. Merci Mathilde. Du coup, pour rebondir également sur la petite mise en contexte que Mathilde a faite, il y a un élément qu'on n'a pas forcément tous en tête. Donc, on a un peu tous entendu parler de la CSRD qui impose aux entreprises des exigences de reporting. Il faut avoir aussi conscience qu'en fait, il y a un peu le pendant de la CSRD pour les financeurs qui s'appelle la SFDR et qui du coup impose aux financeurs, que ce soit donc des fonds ou des acteurs bancaires, de faire des reporting également sur les participations et sur les entreprises qui financent. Donc aujourd'hui, les financeurs, en fait, ils sont de plus en plus soumis à ces obligations et c'est aussi pour ça qu'ils se tournent de plus en plus vers le financement d'acteurs engagés dans l'impact. Il faut aussi avoir conscience que du coup, la notion d'impact, elle est très diverse et variable selon les financeurs et chacun l'entend encore à sa manière. Et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus d'acteurs souhaiteraient que l'impact du coup soit uniformisé. C'est notamment aussi pour ça que le mouvement Impact France existe et développe des outils comme l'impact score pour justement que l'impact soit plus subjectif, mais que ça soit vraiment quelque chose d'objectif et que tout le monde l'entende de la même manière. Alors, je vais parler du coup d'abord de l'impact, l'évaluation d'impact faite par les fonds et pourquoi c'est important de mesurer son impact. Donc, au niveau des fonds en capital, le premier filtre, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fonds de capital qui restent très généralistes et il y en a aussi de plus en plus qui, par le biais de leur thèse d'investissement, se spécialisent vraiment dans l'impact. Donc, il y en a certains qui ont développé des véhicules d'investissement spécialisés dans l'impact, comme ils pourraient développer un véhicule d'investissement spécialisé dans la santé ou dans le Web3, par exemple. Et ensuite, il y a des fonds qui sont vraiment exclusivement dédiés à l'impact. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont financer uniquement des entreprises dont le cœur de mission et l'impact génère un impact positif sur la société ou sur l'environnement. Donc ça va être un premier filtre. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est également mise en place, une analyse approfondie, une due diligence qui va être réalisée également sur le volet de l'impact. La due diligence classique, elle se fait sur tout ce qui va être le financier, l'activité, toute l'activité de l'entreprise. Et aujourd'hui, on intègre du coup de plus en plus la brique impact. Donc pour cela, les fonds ils vont regarder tout ce qui touche au KPI d'impact qui sont suivis par l'entreprise. Ils vont également regarder les mesures prises en interne, donc quelle est la politique RSE de l'entreprise. Ils vont aussi, par exemple, regarder si l'entreprise, en fait, elle a obtenu certains labels, certaines certifications, est-ce qu'elle est engagée dans certains mouvements. Donc, pour avoir vraiment une vision globale et exhaustive de l'engagement d'impact de chaque entreprise. Un troisième volet qui peut être mis en place aussi chez certains fonds, notamment, je pense à IBA, donc Impact Business Angels, ils ont développé un comité d'investissement impact. Donc, classiquement, un comité d'investissement chez un fonds va, une fois que toute cette analyse approfondie a été réalisée, décider si oui ou non le fonds va prendre une part dans l'entreprise. Et bien aujourd'hui, notamment chez IBA, en fait, ils ont un comité d'investissement impact. Ce qui fait que si ce comité d'investissement impact
dit un non pour investir dans cette entreprise, alors que le comité d'investissement classique a dit que oui, ils étaient OK pour y aller. Et en fait, IBA ne va pas investir dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds qui essayent de mettre justement toute la dimension financière, commerciale sur le même statut que la dimension d'impact pour vraiment pas forcer, mais inciter les entreprises à s'engager et à mettre en valeur du coup tout ce qu'elles font là-dessus. Donc ça, c'est pour toute la partie qui va avoir lieu avant le financement d'une entreprise. Et ensuite, une fois que, par exemple, un fonds a pris une participation, pareil, il va avoir tout un travail de suivi des KPI d'impact, où là, le fonds va travailler en collaboration avec l'entreprise pour définir justement des KPI d'impact qui vont être suivis au cours du temps et aussi pour engager l'entreprise à améliorer son score sur tous ces KPI, comme on pourrait le faire, par exemple, dans le suivi du niveau de chiffre d'affaires ou de la rentabilité. Voilà. Je sais, du coup, Magali en parlera sûrement plus que moi, mais donc certains fonds utilisent l'Impact Score. Je vais te laisser en parler. Je pourrais revenir un petit peu dessus par la suite, mais si je reprends l'exemple que tu donnais sur Impact Business Angel, c'est vrai qu'au moment du passage en comité d'investissement, on a cette analyse sur l'impact qui est faite grâce à l'Impact Score notamment. Et il y a de plus en plus de fonds qui utilisent cette grille de lecture-là parce que voilà, elle est très, très synthétique. Et donc voilà, ça confirme bien ce que tu dis. En tout cas, nous, on le voit au quotidien. C'est le cas d'Impact Business Angel, mais de pas mal d'autres fonds aussi qui vraiment le prennent comme un critère de no-go, en fait, carrément, sur un investissement, sur une prise de participation. Et je pourrais détailler un peu plus par la suite. Super, merci. Et maintenant, du coup, je vais parler aussi des subventions, qui est quand même qui est quelque chose d'assez important dans le financement des entreprises. Donc, aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus d'aides et de subventions qui sont dédiées à l'impact. Où je vous ai listé différents types d'organismes qui notamment proposent des subventions pour l'impact. Le premier et un des plus connus quand même, c'est l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est un organisme public, étatique même. Et l'ADEME propose un dispositif d'aide financière sur des thématiques diverses. Donc ça peut aller par exemple du financement des énergies renouvelables au financement de l'économie circulaire. Également, s'il y a des actions ponctuelles en lien avec la transition écologique, c'est possible de les faire financer par l'ADEME. Donc l'ADEME propose un large panel d'aides et ces aides sont financées du coup par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est sur l'impact plutôt environnemental, parce que l'ADEME se concentre vraiment dessus. Ensuite, sur tout ce qui touche plutôt à l'impact social, il y a notamment le concours La France s'engage, qui est un concours annuel qui s'adresse aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont obtenu un agrément ESUS. L'objectif du concours La France s'engage, en fait, c'est de financer du coup des projets innovants qui œuvrent pour l'intérêt général. Et ça y récompense chaque année plusieurs lauréats justement pour leur permettre de se développer. Et aussi du coup sur un plan du coup toujours très ancré sur le territoire français, il y a les régions qui développent de plus en plus des poches de financement à destination de l'impact. Donc, les régions, notamment, l'impact, ça s'entend à la fois sur l'impact environnemental, mais également l'impact social avec la dynamisation de l'économie territoriale. Donc, il y a beaucoup d'aides aussi qui incitent les entreprises, du coup, à soutenir l'activité économique localement en créant des emplois sur le territoire, en créant des filières sur les territoires, qui soient, par exemple, des filières engagées et qui favorisent tout ce développement. On en a listé plusieurs, mais de manière générale, toutes les régions proposent des aides pour les entreprises qui sont engagées et qui souhaitent valoriser leur impact. Et enfin, un dernier acteur qu'on n'a pas indiqué là, mais qui fait beaucoup, c'est BPI France. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement, pareil, un organisme public. Et je vais laisser Claire en dire 2 mots. Yes, tout à fait. Merci Axel. Et en effet, donc sur le sujet des subventions régionales, vraiment axées sur les financements à impact, nous, de notre côté Carbo,
On travaille conjointement avec des régions sur ces sujets-là et je pourrais en dire quelques mots juste après. Mais ensuite, côté BPI France, qui est en effet un opérateur du coup de l'État et qui propose du coup différents financements, notamment via des subventions. Ce qu'on voit, c'est que BPI France prend de plus en plus en compte l'impact en fait social et environnemental de l'entreprise ou du projet dans le cadre d'un appel à projet. Et donc nous, on est sollicité par des entreprises qui souhaitent en fait déposer des demandes de financement et qui, pour maximiser leurs chances ou bien même pour se distinguer de leurs concurrents, en fait font un bilan carbone ou lancent une démarche RSE pour avoir plus de chances et pour obtenir justement ces financements-là. Donc voilà, et le zoom par région, on pourra le voir juste après. Parfait, merci beaucoup. Et enfin, du coup, le dernier type de financeurs dont je vous avais parlé, c'était les banques. Donc, pourquoi c'est important de valoriser son impact auprès des banques? Parce qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus de banques proposent des financements dédiés. Donc, ça peut se présenter de deux manières. Il y a certaines banques qui vont proposer des prêts verts. Par exemple, la Banque Postale, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne. Donc, en fait, ils ont des prêts classiques et maintenant, ils ont mis en place des outils de financement qui sont des prêts verts avec des conditions avantageuses. Et ensuite, il y a certaines banques qui sont allées encore un peu plus loin, qui ont créé des structures dédiées aux entreprises à impact. Donc, comme beaucoup de banques sont en train de créer des structures dédiées au financement de l'innovation et aux startups, et ben, en fait, il y a des banques qui ont créé une structure vraiment exclusivement pour les entreprises à impact. Je pense notamment à BNP qui a créé donc Act for Impact, où là vraiment ces structures, en fait, ces entreprises à impact donc, vont être à la fois financées par la BNP, mais vont à côté de ça en plus bénéficier d'un accompagnement de la part de la BNP sur des sujets stratégiques. Donc ça, c'est pour les financements dédiés. Et en fait, quel est l'avantage de ces financements à impact mis en place par les banques? En fait, c'est qu'il va avoir des conditions bonifiées plus avantageuses que des outils de financement classiques. Il va avoir parfois la mise en place de différés bancaires. Donc là, ça va permettre à l'entreprise de pouvoir commencer à rembourser son prêt un peu plus tard, donc lui laisser un peu plus de marge de manœuvre au début. Au niveau de la gestion de sa trésorerie. Il va avoir aussi des taux qui vont être plus bas que des prêts classiques. Ça peut aller parfois jusqu'à un taux plus bas de jusqu'à 1%. Donc, c'est quand même non négligeable. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, ces entreprises à impact vont bénéficier d'une garantie verte BPI. Donc, ce qui fait qu'en fait, BPI va porter davantage de risques pour une entreprise à impact. C'est-à-dire que si jamais en fait, l'entreprise a des difficultés à rembourser, BPI va se porter garante pour une proportion plus élevée qu'elle le ferait pour une entreprise classique. Ce qui fait que du coup, une banque va être plus encline à financer une entreprise à impact qu'une entreprise classique parce que sa part de risque du coup sera moins élevée. Et dans les autres avantages aussi, il y a des banques, notamment la Société Générale, qui vont proposer des décotes de taux au fur et à mesure de la durée du prêt en indexant sur certains KPI d'impact. Par exemple, à un niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à certains scores obtenus. Je sais que la Société Générale, ils font ça avec EcoVadis, mais il y a aussi certaines banques qui réfléchissent à faire ça vis-à-vis de l'impact score. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de bien mesurer son impact et d'essayer de le traquer dans le temps. Ce qui m'amène du coup à la slide suivante sur comment bien présenter ces KPI d'impact. Donc déjà, il y a deux choses à prendre quand on parle d'impact, c'est assez général, mais il y a tout ce qui va être l'impact relatif au cœur de mission, à la raison d'être de l'entreprise, donc tout l'impact généré par votre activité, mais également tout ce qui va être lié à la politique RSE, donc toutes les mesures qui vont être prises en interne vis-à-vis de vos salariés, vos parties prenantes et autres, sans que ça soit forcément lié à votre cœur d'activité. Donc ça aussi, c'est important de savoir le valoriser correctement. Et ensuite, l'objectif de présenter ces KPI d'impact, c'est de vraiment présenter tout ce qui est relatif aux produits, aux services proposés par votre entreprise, mais également de mettre en avant les mesures mises en place en interne et les engagements, par exemple, pris vis-à-vis des parties prenantes, comme je le disais. Et pour rebondir du coup sur ce que je disais avant,
c'est que c'est bien de présenter des indicateurs qualitatifs, mais c'est aussi très intéressant d'en avoir des quantitatifs parce qu'en fait, ils permettent d'être suivis dans le temps et donc de pouvoir justement mettre en place des trajectoires d'amélioration et de vérifier que justement ces trajectoires ont été atteintes et peuvent donc amener une décote de taux ou un financement plus important ou autre. On se rend compte aussi, donc les KPI d'impact, ils vont être spécifiques à chaque entreprise, à chaque business model, mais il y en a certains qui ressortent assez souvent et le principal, c'est quand même le suivi et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, ça peut être mesuré chaque année, notamment grâce à la réalisation d'un bilan carbone. Et du coup, je vais laisser Claire vous en parler pour savoir comment ça se passe et comment c'est effectué au sein de Carbo. Merci beaucoup, Axel. Et justement, d'ailleurs, sur le rôle des banques aujourd'hui, je vais pouvoir y revenir un peu plus précisément juste après, puisqu'on voit qu'il y a une réelle transformation des métiers bancaires. Et nous, on a côté Carbo justement plusieurs partenaires bancaires qu'on va pouvoir vous présenter. Mais en effet, là, l'idée de mon intervention, c'est de pouvoir axer sur comment est-ce que, compte tenu de tout ce que vient de nous présenter Axel, comment est-ce que le bilan carbone constitue une porte d'entrée sur ces sujets-là pour démontrer du lancement d'une démarche RSE. Nous, Carbo, du coup, comme me le disait Mathilde en introduction, on propose une plateforme SaaS, donc un outil en ligne qui permet d'accompagner les entreprises dans le calcul d'un bilan carbone et aussi, depuis quelques mois, dans le calcul de ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, c'est-à-dire d'une ACV. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le bilan carbone. Concrètement, quand on parle de bilan carbone, qu'est-ce que c'est? Pour remettre un peu dans le contexte, donc quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises déjà, donc de RSE, on se base sur 3 piliers. Il y a le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Là, côté bilan carbone, on est vraiment axé sur le pilier environnemental. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan carbone, c'est un outil diagnostique qui permet à une entreprise de faire un état des lieux de l'ensemble des émissions qui sont générées par son activité. Ces émissions, elles peuvent être de nature directe, c'est-à-dire générées par une consommation en électricité, gaz ou autre, ou elles peuvent être de nature indirecte, c'est ce qui est généré en amont ou en aval de son activité. Donc typiquement, tout ce qui est transport de matières premières, tout ce qui fait appel aussi à vos employés, le trajet domicile-travail ou autre, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les émissions indirectes. Pas besoin aujourd'hui d'être un spécialiste sur le sujet, mais ce qui est bien d'avoir en tête, c'est que l'ADEME, dont on parlait justement tout à l'heure, a développé une méthodologie de référence en France sur le sujet, qui permet donc, afin de donner des attestations de conformité aux outils ou aux structures qui sont bien conformes, c'est-à-dire qui suivent leur méthodologie, cette réglementation. Donc cette méthodologie, c'est la méthodologie ABC, pour Agence pour la transition bas carbone, et nous, côté Carbo, on est bien conforme à cette méthodologie-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, ce bilan carbone, comme je l'ai dit, c'est vraiment un état des lieux des émissions, une photographie à un instant T. Ça se base sur une période donnée, donc généralement une année. Typiquement, en 2024, la société X a généré X tonnes équivalent CO2. Donc, c'est un constat qui est donné. Il n'y a pas d'évaluation qui est donnée sur ce constat-là. Et en fait, l'intérêt derrière, c'est que ça va permettre à une entreprise de définir un plan d'action. C'est-à-dire, OK, où se situent mes principales sources d'émissions et quels sont donc mes leviers d'action que je peux mettre en place pour tenter de réduire mes émissions. Il y a plusieurs approches qui existent aujourd'hui dans le calcul justement de ce bilan carbone. Une approche monétaire où on va prendre en compte, en fait, on va convertir les dépenses en émissions via des bases carbone qui existent. C'est très rapide, mais le problème, c'est qu'il y a un niveau d'incertitude qui est assez élevé. Il y a sinon une approche physique où là, le calcul va être vraiment basé sur des données techniques, c'est-à-dire qu'on va prendre les données brutes et ensuite on va les convertir en tonnes équivalent CO2. C'est plus précis, mais ça peut prendre plus de temps et surtout l'accès à la donnée peut être parfois difficile puisqu'il faut reboucler avec les fournisseurs ou autres et la donnée n'est pas toujours accessible. Et sinon, il y a une approche hybride où en fait, on va venir prendre, lorsque c'est possible,
les données brutes. Et pour d'autres prestations, ça va être plus compliqué. Je pense par exemple à des prestations type cabinet de conseil ou autres auxquelles vous pouvez faire appel dans votre sous-traitance. On va venir prendre cette fois-ci l'approche monétaire. Nous, pour information, côté Carbo, c'est cette approche-là du coup qu'on applique qui permet d'obtenir un bilan qui est plus précis et exhaustif avec un temps du coup de récolte qui est plus, qui est moyen compte tenu des deux autres approches. Donc voilà un peu pour le contexte et concrètement ce que c'est qu'un bilan carbone. Et donc aujourd'hui, pour quelles raisons est-ce qu'on a des entreprises qui sont à la fois des grands groupes ou des TPE-PME qui se lancent dans le calcul d'un bilan carbone? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en France ou en Europe, il y a certaines structures qui sont dans l'obligation réglementaire d'effectuer un bilan. C'est principalement les grandes donneurs d'ordre, donc les plus grandes structures. Et je voulais vous expliquer aussi les différents scopes tout à l'heure, puisque dans les émissions indirectes de ces entreprises-là, on voit qu'il y a comme levier d'action pour ces structures le fait de venir embarquer l'ensemble de leurs prestataires, de leurs fournisseurs dans le calcul de leur bilan carbone dans une démarche RSE. Nous, côté Carbo, aujourd'hui, on accompagne majoritairement des TPE et des PME. C'est des structures qui, du coup, ne sont pas concernées directement par la réglementation, mais qui, en fait, un peu par effet domino, sont sollicitées par leurs principaux clients et qui, pour conserver leur part de marché, continuer à être garder leur compétitivité, vont se retrouver dans l'obligation de faire un bilan carbone. Donc, je pense que c'est aujourd'hui la principale raison qui pousse nos clients à faire un bilan carbone. On a ça, on a aussi l'aspect financier, comme a pu l'expliquer Axel, c'est-à-dire des structures qui, pour obtenir une bonification sur les taux ou pour maximiser leurs chances d'obtenir d'avoir une réponse positive à un dossier de demande de subvention ou pour maximiser aussi leurs dépenses énergétiques, vont se lancer dans un bilan carbone. Et on a enfin des structures qui souhaitent aller encore un peu plus loin dans leur démarche. C'est-à-dire le bilan carbone, ça va être une première étape, mais derrière, leur objectif, c'est plutôt d'obtenir une meilleure note à la notation EcoVadis, d'obtenir un label ou autre. Et le bilan carbone, du coup, ça va être un point d'étape, un point d'entrée pour pouvoir aller encore un peu plus loin dans cette démarche RSE. On vous a mis juste après une répartition des clients aujourd'hui côté Carbo pour venir illustrer en fait ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a près de 40% de nos clients qui ont moins de 50 employés. Donc, on voit bien que ce n'est pas uniquement les structures qui sont concernées par la réglementation qui se mettent en marche. Et ce que vous voyez aussi, c'est la répartition par secteur d'activité. Ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, notre outil est un outil généraliste qui, du coup, permet d'accompagner des structures qui se trouvent dans différents secteurs d'activité. Concrètement, comment est-ce que ça se passe quand les personnes se lancent avec nous côté Carbo? Il va y avoir plusieurs étapes et beaucoup d'entre eux sont accompagnés par ce qu'on appelle un expert carbone. C'est une personne qui est spécialisée par secteur et qui vient les accompagner aux différentes étapes de leur bilan. Il va y avoir un premier point pour faire le bilan sur les données qu'ils doivent renseigner dans l'outil, comment, etc. Ensuite, on leur remet leur bilan carbone avec différents livrables pour rendre le sujet accessible, compréhensible. Et ensuite, il y a une troisième étape qui est, comme je le disais, la définition du plan d'action. On vous enverra dans tous les cas le support juste après si vous souhaitez avoir plus de détails. Mais pour avancer sur les autres sujets, donc on parlait justement, Axel parlait en introduction des subventions régionales. Aujourd'hui, en effet, il existe en France plusieurs régions qui ont mis en place récemment des dispositifs pour aider financièrement les entreprises, parce qu'on sait que l'aspect financier est un gros point bloquant, pour aider les entreprises à lancer justement cette démarche RSE. Donc nous, typiquement, on travaille avec plusieurs régions. On vous en a mis 2 en exemple aujourd'hui. On travaille par exemple avec la métropole de Lyon, qui a lancé un dispositif en 2024 permettant aux entreprises qui sont situées bien sûr dans la métropole de Lyon de bénéficier de 50% de financement sur leur premier bilan, le tout en faisant partie en fait d'un accompagnement collaboratif qu'on anime nous de notre côté Carbo avec les entreprises participantes, ce qui permet en fait de créer aussi des synergies au sein du territoire, au sein de la région, qui est très apprécié honnêtement des participants et qui permet en fait de partager aussi, d'avoir un retour d'expérience sur comment est-ce qu'ils ont vécu ce travail sur le bilan carbone et surtout quelles sont les informations dont ils ont pu en tirer, quelles sont les actions qu'ils ont pu mettre en place.
Un autre exemple aussi, c'est la région Hauts-de-France qui a mis en place, un dispositif qui s'appelle Booster Transfo, sur le même principe, sans l'accompagnement collectif. Ils permettent de financer, pour partie le bilan carbone, des entreprises situées dans la région. Donc nous, on a été référencés sur ce dispositif. Et enfin, on parlait tout à l'heure justement du rôle des banques. Nous, côté Carbo, on a des partenariats stratégiques depuis plusieurs années, et notamment des partenariats bancaires. L'un d'entre eux, c'est le partenariat avec la Société Générale, qui en fait a lancé ce partenariat depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et qui nous permet du coup d'accompagner les clients entreprises de la Société Générale dans le lancement de leur démarche RSE. Mais aussi de venir accompagner les banquiers, en les formant notamment, via des actions de sensibilisation ou autres, sur ce nouveau métier de banquier. Puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les banques, au-delà des produits bancaires, se doivent d'accompagner, leurs clients entreprises sur un périmètre plus large que, ce qu'ils faisaient auparavant. Et pour ça, du coup, ils ont besoin d'avoir des partenariats, plus larges, comme je le disais. Et du coup, il y a un gros sujet de montée en compétences aussi, des banquiers sur ces sujets-là. Donc voilà, de grosses actions de sensibilisation là-dessus, avec des chiffres qui sont assez parlants, puisqu'on a pu faire un peu plus de 700 mises en relation sur l'année 2024, aux alentours de 200 clients issus du partenariat qui sont partis avec nous sur cette même année. Donc un partenariat qui marche très bien, avec aussi l'importance pour les banques de la satisfaction client, puisque les clients s'attendent à être accompagnés sur ces sujets-là, et l'importance aussi pour les banques d'apporter des outils à leurs clients sur les sujets, enfin pour les accompagner sur la notion de durabilité. Donc voilà, vous avez un peu plus d'informations sur ces slides-là, et dans tous les cas, il y a un temps de questions-réponses à la fin pour répondre à vos éventuelles questions. Et je laisse la main du coup à Magali pour vous présenter l'impact score. Merci beaucoup Claire, ouais, c'est hyper intéressant et ça fait, écho à pas mal de trucs, qu'on porte aussi à Impact France et qu'on voit. Peut-être pour faire le lien, du coup, l'idée c'est de vous dire que cet Impact Score, donc c'est un outil pour, savoir où vous en êtes sur les sujets sociaux, environnementaux, de gouvernance, sociétaux au sens large. Donc ça va, voilà, hein, le scope est un petit peu plus large que, le sujet des émissions carbone. Mais donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de valoriser vos engagements, plus largement auprès, des différents financeurs. Donc simplement pour vous donner quelques éléments de contexte autour de cet impact score, pour que vous compreniez un petit peu d'où ça vient, d'où ça sort. Il a été créé en 2019, pour répondre à une problématique en fait de multiplication, des labels, des certifications, sur, voilà, ces sujets. En fait, on se rend compte que les dirigeants aujourd'hui sont de plus en plus sollicités. Ils vont devoir remplir plein de questionnaires différents, un Excel, un questionnaire interne de telle banque, un autre de leur collectivité, et que c'était un petit peu compliqué pour les dirigeants, de s'y retrouver. Et donc on a voulu s'aligner sur des indicateurs communs, un langage commun. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis autour de la table les grands producteurs, de labels, de certifications, qu'on connaît. Donc on a été chercher, Bicorp, on a été chercher EcoVadis, l'AFNOR, des personnes de l'ADEME, des rédacteurs de la CSRD, et cetera. On a mis tout ce monde-là autour de la table et on a, cherché à s'aligner sur une grille, d'indicateurs qui soit, commune, qui aille chercher le meilleur de chacun de ces labels, de ces référentiels et qui produise, voilà, une grille de lecture gratuite que toute organisation peut utiliser. Donc aujourd'hui, on travaille avec, ce comité, stratégique de l'impact score pour faire en sorte que, les indicateurs qui sont proposés soient toujours à la pointe. On travaille avec ces experts de la mesure d'impact, mais on travaille aussi avec, ce qu'on appelle les parties prenantes et donc, on a été chercher les différentes parties prenantes des entreprises, les banques, les fonds d'investissement, les collectivités territoriales, les cabinets de conseil, les réseaux engagés que vous connaissez peut-être, la CEC, les entreprises s'engagent, vous en faites peut-être partie aussi. Des acteurs plus institutionnels, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers de l'artisanat et en fait, on rassemble tous ces acteurs autour, de l'Impact Score qui est, voilà, un outil commun. L'idée étant vraiment de simplifier la vie des dirigeants qui puissent, avoir, cette évaluation et qui puissent la valoriser auprès de leurs différentes, parties prenantes. Donc concrètement, l'impact score, c'est un questionnaire d'une cinquantaine de questions environ,
qui vous permet de vous auto-évaluer, sur vos engagements sociaux, environnementaux et sociétaux au sens large, à 360°. C'est pas un label, il y a pas de certification, c'est vraiment un questionnaire avec des questions qui sont assez fermées, chiffrées. Axel, tu parlais tout à l'heure, des indicateurs, qualitatifs versus quantitatifs. Sur l'impact score, l'idée, c'est vraiment d'avoir, des indicateurs quantitatifs qui soient hyper précis et qu'on puisse suivre facilement, dont on puisse suivre l'évolution, facilement. L'idée, c'est que, voilà, l'entreprise va répondre à ce questionnaire. En moyenne, ça prend 2 heures, mais sachant que pour des TPE-PME, ça va plutôt être de l'ordre de 40 minutes, 1 heure. Pour des plus grosses entreprises, ça va être, un petit peu plus long parce qu'il y a plus de collecte de données. Mais en tout cas, c'est vraiment, un outil qui a été pensé pour être très accessible, pour être clé en main et pour, être, voilà, facile de complétion. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, répondre à cette cinquantaine de questions et ensuite de visualiser un score sur 100, avec, le score global bien sûr, mais aussi le détail, sur chacun des sujets qui est évalué et qui vous permet d'avoir, un diagnostic à l'instant T, d'où en est votre entreprise. Hem, c'est un outil qui est adapté à toute organisation, à toute structure, quelle que soit, sa taille. On a des parcours spécifiques en fonction de la taille, c'est-à-dire que, il y a quelqu'un, je sais plus si c'est Claire aussi, qui l'a dit que, souvent ces sujets RSE, ces sujets d'engagement, on peut avoir l'impression que c'est voilà des enjeux de grands groupes ou d'entreprises de taille plus importante, alors qu'en fait, chaque, entreprise, quel que soit, son degré de maturité, quelle que soit sa taille, peut se poser des questions sur ces sujets-là. Et donc l'impact score, il a été pensé avec des parcours pour que les questions qui soient posées, à une TPE ou, à, une start-up qui a, 1 an d'existence ne soient pas les mêmes forcément que les questions, pour des grands groupes ou des ETI bien implantés. Il est adapté aussi à tous les secteurs d'activité, avec des questions qui ont été pensées, justement pour correspondre à tous les secteurs, tous les métiers. Et puis, il est vraiment pertinent, quel que soit le degré de maturité initiale de l'entreprise sur, ces sujets d'engagement au sens large. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois, des organisations qui sont pas particulièrement, connaisseuses de ces sujets, qui vont s'évaluer plutôt dans un objectif de sensibilisation pour, voilà, se poser les bonnes questions, identifier des sujets clés, et on va avoir à l'inverse des entreprises qui sont déjà très engagées, qui vont compléter leur impact score, qui vont avoir une excellente note et qui vont pouvoir, la valoriser, auprès de leurs différentes parties prenantes. Et nous, ce qu'on croit à Impact France aussi, c'est que même quand on est une entreprise très engagée, on peut, parfois avoir, voilà, être excellent sur la dimension écologique, donc les sujets d'empreinte carbone, les sujets de biodiversité et par contre, avoir encore des choses à mettre en place d'un point de vue, gouvernance, sur le partage du pouvoir, par exemple, ou le partage de la valeur et donc cet outil-là, il est aussi, là pour, mettre le doigt sur, des sujets que vous n'auriez pas forcément traités, que vous n'auriez pas forcément anticipés. Hem, donc voilà un petit peu, sur les grands éléments, de l'impact score. Aujourd'hui, il y a, comme je le disais tout à l'heure, à peu près 13 000 entreprises qui se sont évaluées. C'est vraiment un chiffre qui est en forte accélération parce que, comme je vous l'ai dit, on travaille avec pas mal de parties prenantes, des entreprises et donc c'est vraiment un outil qui est de plus en plus connu. J'ai voulu mettre une petite slide aussi sur, la répartition, comme le disait Claire, pour montrer que c'est vraiment adapté à tout le monde, quel que soit son secteur ou quelle que soit sa taille. On a, aujourd'hui 90 des entreprises qui complètent leur impact score qui sont, justement des TPE-PME. Et donc c'est vraiment un outil qui va être, adapté pour leur réalité et qui va vraiment leur permettre de valoriser leurs engagements, sans forcément aller vers, un label plus engageant ou en tout cas dans un premier temps, se contenter de ce diagnostic-là. Je vois dans le chat et j'en profite pour préciser, c'est vrai qu'on pourrait se dire, comment on garantit la fiabilité de l'impact score? En fait, quand une entreprise évalue son impact score, donc elle va remplir les questions, elle va avoir sa note. Elle peut soit le garder confidentiel, dans ce cas-là, elle l'utilise, en interne comme outil de pilotage ou auprès de ses collaborateurs. Elle ne peut pas communiquer dessus. Soit elle décide qu'elle veut, le valoriser, qu'elle veut pouvoir communiquer dessus et dans ce cas-là, elle rend public son impact score et la petite spécificité, c'est que quand une structure rend public son impact score, elle rend public l'intégralité des réponses qu'elle aura saisies dans son questionnaire. Donc comme c'est des questions qui sont très chiffrées,
très chiffré, pardon. Ça va être par exemple, le pourcentage des effectifs qui sont en situation de handicap, ça va être, est-ce que l'entreprise a fait oui ou non un bilan carbone et cetera. On se rend compte que parmi toutes les entreprises qui sont évaluées, il y a pas de comportement déviant parce qu'en fait, l'entreprise s'expose à une sorte de contrôle entre pairs, à une perte de crédibilité, puisque, toute la totalité des réponses est en transparente et pas seulement, le score final. Donc voilà un petit peu. Si, je rentre plus dans le détail de ce qui est évalué dans l'impact score, parce que je pense que c'est important, que vous l'ayez en tête et ça montre aussi, aujourd'hui on parle des financeurs, particulièrement. Ces financeurs-là, ils vont aller regarder ces différents indicateurs. Axel parlait justement de la différence entre ce qui va toucher plutôt politique RSE, donc en fait, comment l'entreprise va essayer de limiter ses externalités négatives. Ça peut être les externalités sociales, les externalités environnementales et puis il y a une autre dimension qui va être plutôt sur, l'impact du cœur d'activité directement et donc ces 2 dimensions, elles sont abordées dans l'impact score. Vous voyez à l'écran, nous on aime bien le présenter sous forme de grille de cette manière. On a 3 grands piliers. Le premier pilier qui est justement, sur la limitation de ces impacts négatifs, donc tous les sujets, sociaux, d'inclusion, de diversité notamment. Sur la dimension écologique, on va avoir bien entendu la mesure de l'empreinte carbone, qui est un indicateur à part entière, la réduction des émissions, mais on va aussi avoir les sujets de biodiversité, de ressources, et puis d'économie locale et circulaire. Ça, c'est vraiment le 1er pilier. Hem, le deuxième pilier, qui va plutôt venir toucher les sujets de gouvernance, donc le G de l'ESG si vous voulez, on va venir questionner l'entreprise sur le partage du pouvoir et de la valeur. Donc comment les décisions sont prises en interne? Est-ce que les salariés sont impliqués? Qu'est-ce qu'il en est des écarts de rémunération? Voilà, de l'intéressement et cetera. Donc là, on va vraiment venir, questionner ces dimensions-là de gouvernance. Et ensuite, le troisième pilier qui paraît un petit peu plus petit à l'écran, mais qui est aussi important que les 2 autres en termes de pondération, même un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle la stratégie impact positif et là, on va vraiment venir questionner l'organisation sur son cœur d'activité, sur son modèle d'affaires, et ce qu'elle cherche à résoudre ou à contribuer à résoudre à une problématique, sociale, environnementale ou sociétale au sens large. Et donc ça, c'est vraiment assez important et ça permet de tirer vers le haut des entreprises, qu'on appelle à impact, celles qui sont accompagnées par Bloomer notamment, dans leur recherche de financement. En tout cas, c'est vraiment, un endroit où elles vont être, valorisées. Et donc voilà et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, cet impact score, il peut être fait à différents moments. C'est-à-dire que vous pouvez, d'abord, faire votre bilan carbone, par exemple, comme le disait Claire et dans un deuxième temps, vouloir avoir une vision, plus macro, plus globale de vos engagements et donc, faire cette évaluation impact score. Et d'ailleurs, on est en partenariat notamment entre Carbo et Impact France, pour permettre aux clients, Carbo qui veulent aller plus loin suite à leur bilan carbone et avoir aussi, une vision sur ces dimensions sociales, sociétales, de pouvoir faire leur impact score. Et à l'inverse, il y a certaines entreprises qui vont commencer par leur impact score parce que c'est gratuit, et forcément, voilà, c'est moins coûteux en termes de temps, en termes de ressources et donc ça permet d'être une première étape et d'identifier un petit peu les sujets sur lesquels on va vraiment pouvoir, venir, se focaliser et après, faire, son bilan carbone. Donc voilà un petit peu, comment ça fonctionne. Sur cet impact score, c'est une plateforme en ligne, hein, vous pouvez, venir compléter vos questions et puis, modéliser votre score, directement. Hem, l'idée aussi, c'est que cet impact score, il est pas uniquement, là pour vous permettre, d'avoir plus facilement des prêts ou, des financements de la part de fonds d'investissement et cetera. C'est un outil que vous allez pouvoir vraiment utiliser, plus largement. C'est voilà, il y a des exemples, multiples d'utilisation. Donc il y a certaines entreprises qui vont l'utiliser pour se comparer à leurs pairs. C'est-à-dire que quand vous avez fini votre évaluation, vous avez le score détaillé qui est lisible et vous pouvez vous comparer, par exemple, sur votre secteur d'activité, sur, votre territoire. Vous avez vraiment des éléments de benchmark pour vous positionner. C'est aussi un outil qui sert à progresser et d'ailleurs, c'est ce qu'on porte avant tout, au sein d'Impact France. C'est vraiment, voilà, faire une photo à l'instant T pour, mettre le doigt sur ses forces, pouvoir valoriser ses forces et sur ses axes d'amélioration et pouvoir se dire: «Voilà, j'ai tel et tel sujet que j'ai envie d'améliorer, sur l'année prochaine». Par exemple, le sujet des réductions, de réduction des émissions, carbone, entre autres, et donc pour ça, on va,
mettre à disposition de l'entreprise des ressources sur chacun des piliers de l'impact score qu'on a vu juste avant, des ressources, des fiches pratiques, donc qui sont gratuites bien entendu aussi pour aller plus loin, pour mettre en place des actions. Hem, voilà et puis comme je le disais, c'est aussi un vous allez pouvoir le valoriser auprès des financeurs certes, mais aussi auprès de vos autres parties prenantes, en termes de marque employeur, auprès de vos clients, auprès du grand public parce que c'est un score qui, voilà, qui donne de la lisibilité qui est claire. Et puis, c'est aussi un outil qui est de plus en plus utilisé, par exemple, pour, suivre l'engagement de ses fournisseurs. Donc vous allez pouvoir le partager, à vos clients, par exemple, voilà, le valoriser de manière différente. J'ai presque fini, mais l'idée, c'est de vous donner un petit peu des exemples, maintenant de financeurs, qui, comme le disaient, Claire et Axel, commencent à vraiment regarder, ces questions d'impact et ces évaluations extra-financières, dans leurs décisions. Et donc, nous, on travaille avec, pas mal de ces acteurs-là. Donc, sur la dimension des fonds, c'est vraiment, un impact score. Là, je vous parle de l'impact score, mais en fait, toute analyse d'impact peut être utilisée à ces différents moments. Comme le disait Axel, on va avoir, des fonds qui vont, utiliser l'impact score au moment de l'analyse de leur deal flow. Donc vraiment, comme il y a une liste, publique de toutes les entreprises qui ont fait leur impact score, et l'ont rendu public sur le site internet, ça va vraiment permettre de sourcer, des entreprises engagées grâce à leur impact score. Ça va être le cas, de plusieurs fonds avec lesquels on travaille, Incoventure par exemple, qui regarde un petit peu, au moment de son deal flow, d'analyse de son deal flow. On va avoir, l'impact score qui est utilisé en phase de due diligence aussi et puis comme le disait Axel, au moment du passage en comité d'investissement, c'est le cas d'Impact Business Angel, c'est le cas de Crédit Mutuel Asset Management par exemple. Et puis, le cas d'usage suivant, c'est vraiment sur le suivi, ESG, des participations. Donc quand un fonds, investit dans une entreprise, après, de plus en plus, elle donne plus seulement des objectifs de performance économique, mais elle donne aussi des objectifs, de performance, on va dire, durable et donc, des KPI d'impact qu'elle va suivre et donc, il se base aussi sur cet impact score. Sur le volet des subventions, donc on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de collectivités territoriales qui conditionnent, l'accord de certaines subventions sur, des évaluations d'impact et notamment sur l'impact score. Pour vous donner un petit exemple, sur la région Occitanie, toute demande de subvention ou d'aide publique, passe par une évaluation de l'impact score obligatoire. Il n'y a pas de score minimum, mais simplement de faire l'exercice. Et ça va être le cas aussi pour d'autres types de subventions, comme l'aide à l'immobilier, pardon, sur la métropole de Marseille, de Grenoble, sur des subventions aux jeunes entreprises, sur la métropole de Rouen, par exemple. Et sur le volet subvention, je voulais simplement vous dire un petit truc, quand, Claire, en a parlé et ça m'a fait penser. Il y a une plateforme qu'on vous recommande vraiment d'utiliser. C'est une plateforme du gouvernement qui s'appelle, Mission de transition écologique. Donc je vous la mets, juste dans le chat. Ça permet de voir, toutes les aides, toutes les subventions auxquelles votre entreprise a le droit, pour se transformer. Donc là, c'est pas vraiment, des subventions qui sont conditionnées sur l'impact score, mais en tout cas, c'est, des subventions qui vous sont proposées, pour vous transformer. On aime bien partager, cette plateforme qui est assez utile. Et peut-être pour finir du coup sur le volet, plutôt des acteurs bancaires. Donc on parlait d'Act for Impact, tout à l'heure, qui est, un sous-groupe de BNP Paribas et qui commence à vraiment, indexer et voilà, proposer des conditions avantageuses aux entreprises, qui s'engagent. L'impact score, il est de plus en plus utilisé, par les acteurs bancaires. Donc là, je vous en ai mis 3 avec lesquels on travaille beaucoup. Et par exemple, les banques populaires, proposent à tous leurs clients de s'évaluer, sur leur impact score, parce que, voilà, ça permet aussi d'être un outil de sensibilisation. Ça permet aux banquiers de mieux, connaître leur portefeuille, de mieux connaître leurs clients. Donc aujourd'hui sur l'impact score, c'est pas, une condition sine qua non à l'accord d'un prêt, mais comme on l'a dit, tout au long de ce webinaire, c'est vraiment, quelque chose qui va peser dans la balance. C'est le cas donc des banques populaires, des caisses d'épargne, j'en parlais aussi. Voilà, ça peut orienter, une décision, d'accord de prêt notamment. Voilà, je pense que, je vous ai dit, les éléments principaux. Si vous avez des questions, dessus
plus spécifiques, autres que pour les financeurs, vous pouvez tout à fait m'écrire. Mais sinon, je vais te redonner la main à Mathilde, pour la fin de ce webinaire. Alors merci à toutes les 3 pour vos différentes, présentations. C'était vraiment hyper riche et du coup, il y a quelques questions qu'on peut sélectionner avant de terminer ce webinaire. Donc il y en avait une qui, me semble, était lorsque, Axel, du coup, présentait, les KPIs. Donc c'est une question de Patricia: sur quel niveau de détail doit-on indiquer dans les KPIs? Donc je ne sais pas si, Axel, tu as des petits conseils peut-être, à nous donner? Alors, au niveau du détail à indiquer dans les KPI, encore une fois, ça va dépendre donc, de votre entreprise. Il n'y a pas un niveau de détail qui est exigé, ça va être vraiment, ça peut être, j'ai parlé du niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être aussi, si vous accompagnez des personnes, en fait, savoir le nombre de bénéficiaires que vous allez en accompagner par an. Ça va être vraiment vous qui allez fixer le niveau de détail que vous voulez donner en fonction de ce qui vous semble réalisable pour vous dans votre entreprise. En fait, ça sert à rien d'aller essayer de suivre quelque chose d'hyper complexe parce que déjà, en fait, ça va vous demander du temps à le mettre en place et en fait, si c'est trop complexe, vous n'allez pas le suivre correctement. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment identifier qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le plus pertinent selon votre cœur d'activité et qu'est-ce qui vous semble possible de mettre en place sans vous rajouter un trop gros niveau de complexité. Merci beaucoup, Axel. Il y avait une deuxième question qui était du coup, alors je pense que ça va peut-être concerner la partie bilan carbone sur le photovoltaïque. Donc j'imagine que la question c'était sur est-ce que c'est compris peut-être dans la mesure du bilan carbone. La question c'était le photovoltaïque fait-il partie du RSE? Donc je ne sais pas si Claire, peut-être que tu peux en parler un petit peu. Alors là, la question est assez large. Si la question c'est est-ce que sera pris en compte du coup si jamais je dispose de panneaux solaires, en effet, on prendra en compte les dépenses énergétiques et donc du coup, on prendra en compte le fait que vous disposez de panneaux solaires. Par contre, il n'y a pas d'effet de compensation. C'est-à-dire, vous savez, il y a des personnes qui disposent de panneaux solaires et qui peuvent revendre une partie de leur production. Ça ne viendra pas compenser les autres émissions en parallèle. Puisque, comme je l'ai dit, c'est vraiment un état des lieux, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte toutes les émissions faites, mais sans compenser avec ce qui pourrait être récupéré ou vendu ou autre. Voilà, j'espère que je réponds bien précisément à la question posée. Merci beaucoup, Claire. Et peut-être une dernière question, donc, du coup, à laquelle Magali a un petit peu répondu, mais c'était sur le fait: existe-t-il des auditeurs externes sur l'impact score? Comment se protège-t-on du risque de greenwashing? Donc, je crois qu'on n'a pas répondu à la toute première question qui était sur les auditeurs externes. Ouais, merci Sylvain pour cette question-là. Donc, sur les auditeurs externes, nous, on n'a pas mis en place d'audit parce que l'Impact Score n'est pas un label. L'entreprise n'a pas à fournir des documents justificatifs. C'est ce qui différencie l'Impact Score d'autres outils plus coûteux, plus approfondis comme peuvent l'être Bicorp, Ecovadis, etc. Donc, on n'a pas, nous, un système d'audit externe sur l'Impact Score. Après, on travaille avec des cabinets de conseil qu'on connaît bien, qui ont l'habitude d'auditer des labels, etc. et qui peuvent tout à fait vérifier un impact score et voilà, l'auditer parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux. Donc, c'est plutôt au cas par cas sur des entreprises qui auraient vraiment envie d'avoir, de pouvoir dire, voilà, j'ai fait mon impact score et il a été audité par un acteur vérifié. On a la possibilité de le faire parce qu'on connaît bien ces cabinets. C'est pas quelque chose qui est systématisé. Et sur l'aspect plutôt se protéger du greenwashing, j'en ai parlé justement, c'est par la transparence qui est vraiment au cœur de cet outil Impact Score. Merci beaucoup Magali. Et c'était la dernière question qu'il y avait dans le chat. Donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc merci à toutes les 3 pour vos présentations. Et on vous enverra des informations complémentaires aussi par email, donc notamment ce qu'a mis Magali dans le chat et des outils que nous fournirons aussi Axel et Claire pour vous aider dans votre démarche. Donc merci à tous d'avoir participé et je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde. Merci Mathilde, merci Magali, merci Axel, merci à tous. Merci.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.